Hello. Bon, on à la plage de l'Aude. Ouais, je réfléchis à pas mal de choses et je suis très inspirée par la lecture de ce petit livre que je repousse depuis X temps. Désolé, hein. Il y a d'autres cadres moins intéressants pour lire, mais donc voilà, vous faire la petite promotion de Internet ou le retour à la bougie d'Hervé Krief. Voilà, ça fait, je vous ai déjà lu l'introduction et la quatrième de couve. Et c'est vrai que voilà, il nécessite vraiment qu'on passe du temps à se le refiler, à le faire connaître ce bouquin. Alors je sais que ça n'a aucun sens de vous le lire sur Facebook, mais en même temps, c'est là que vous êtes. Alors, on va essayer de le planquer comme ça. Qu'est-ce qui vous va le mieux? Est-ce que je pourrais peut-être... Non, ça c'est moi. Je vais essayer de le mettre comme ça et qu'on puisse lire ensemble, si c'est possible. Je sais pas trop comment on va faire. Surtout, essayer de ne pas faire tomber le téléphone et le livre sur le fronton. Je sais pas, hein, ça va être peut-être compliqué. Mais bon, au moins vous entendez la voix, comme ça vous n'êtes même pas obligé d'être devant l'écran aussi. Donc Internet ou le retour à la bougie. Je passe directement, l'introduction est sympa mais je l'ai déjà lu. Je passe directement au chapitre 1. Je sais pas si vous voyez, hein, mais bon. C'est simple, vous mettez juste le casque sur les oreilles, vous n'êtes pas obligé de lire en même temps que moi, de toute façon je vais bouger, ça va peut-être pas être confortable. Vous avez le beau ciel bleu, ou alors si vous voulez, je vous mets un petit paysage féerique, ça va être très bien comme ça, vous préférez? Ah mince, j'ai tourné le téléphone. Désolé pour la... On va faire comme ça, on va le poser comme ça vous avez une belle vue et avec une superbe lectrice. Hop. Qui vous lit des passages. Est-ce qu'on va réussir à les faire tenir? Désolé, hein. Je sais que je suis pas très doué au niveau technique. Top. Bon, c'est surtout que j'ai peur qu'il tombe avec le vent, celui-là. Hein. On va essayer de les faire tenir comme ça. S'il tombe dans l'eau, on est bon. Hein. Ah, mais comme ça, c'est bien. Comme ça. Comme ça. Bon, allez, c'est bon. Désolé pour ce petit retard technique. On y va. Donc pour la lecture de Internet ou le retour de la bougie d'Hervé Krief. Donc le chapitre 1, la centralité de l'outil. Dites-moi si on entend bien s'il vous plaît, parce qu'il y a le bruit du clic-clap de l'eau, peut-être c'est pas très agréable. Sinon je me mets un peu plus dans la mat. Vous me dites si c'est mieux comme ça. Donc, la centralité de l'outil. Ce que nous prenons pour la neutralité de la technique n'est que notre neutralité vis-à-vis d'elle. Contrairement à ce que dit la propagande, elle ne dépend pas des usages qu'on en fait, mais elle modifie profondément le milieu dans lequel elle se déploie et modèle les hommes qui l'utilisent. Les solutions techniques aux problèmes techniques entretiennent le mal qu'elles prétendent soigner. Je vous fais part aussi des petites lignes en bas. Donc ça c'est un extrait de Bernard Charbonneau, Le système et le chaos, Paris, Entrepôt 1973. Donc n'hésitez pas à me dire si on entend bien, s'il y a trop de vent, peut-être c'est mieux que je me déplace afin de vous lire ça dans de bonnes conditions. Parce que c'est vrai que j'ai pensé à vous le faire maintenant, mais j'ai pas forcément prévu tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Donc, comme ça, vous croyez que c'est mieux? Oh, je sais pas, hein, vous faites des captures d'écran et puis vous le lisez. Les bons outils, ceux qui lichent, qualifiés... Ouais, mais moi, il faut que je dise comme ça. Les bons outils, ceux qui lichent, qualifient de conviviaux, sont ceux qui augmentent l'autonomie de la personne et lui permettent de faire par elle-même davantage qu'elle ne pourrait accomplir sans eux. Les mauvais outils sont ceux qui détruisent l'autonomie, parce qu'ils ne sont plus à la mesure de la personne, ni dans leur conception et leur fonctionnement, qui dépassent complètement ce que l'utilisateur est à même de se représenter, ni dans leurs produits, qui n'ont plus rien de commun avec les productions artisanales. Ainsi en va-t-il des produits industriels devenus si démesurés qu'ils paralysent les facultés personnelles d'agir sur le monde. Et ça, c'est un extrait d'Olivier Rey, Une question de taille, Paris, Stock 2014. Une jeune femme dans l'assemblée réclame la parole.
Elle s'exprime de la sorte, pensant refléter la sagesse populaire, la raison du bon sens. Il suffirait de ne garder que les bons côtés d'Internet, et ainsi le tour serait joué. Nous nous trouvons dans une réunion publique à La Voulte, Ardèche, où nous sommes venus défendre devant une cinquantaine de personnes une vision de l'école sans écran et sans connexion numérique. Nous sommes quelques représentants de l'appel de Beaucastel, petit 3, signé par une centaine d'enseignants ou assimilés qui résistent à l'invasion numérique dans toutes les sphères de l'enseignement. Donc le petit 3, pour signer l'appel ou obtenir des informations, écrire à l'appel de Beaucastel, 27 terre, rue de Terrasse, 07 800 Beaucastel. Je vous mets la petite truc là, vous faites la capture d'écran. Donc, petit 3, désolé, hein, je vais me mettre plus calé, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ce que dit cette personne est le leitmotiv inévitable dans chaque conversation, dans chaque débat. Non, l'outil n'est pas neutre, il est ambivalent. C'est Jacques Ellul qui l'énonce et le démontre avec conviction dans les travaux de toute une vie consacrée à la technique, qu'il nomme dès 1954 l'enjeu du siècle. Ses bons usages sont indissociables des conséquences néfastes qu'il génère. Chaque technique qui apparaît apporte avec elle des effets positifs et des effets négatifs, mêlés les uns aux autres. C'est une vue tout à fait simpliste de penser que l'on peut les séparer, éliminer les effets négatifs et retenir les effets positifs. À chaque progrès technique, il y a accroissement d'effets positifs et accroissement d'effets négatifs, dont nous ne savons généralement rien. Ça, c'est Jacques Ellul, donc dans Ellul par lui-même, Paris, la table ronde 2008. Hop. Alors, il y a des gens qui regardent, mais c'est bien. Est-ce que vous entendez, messieurs, dames, qui regardez? Alors, une des particularités de notre époque ultralibérale, dont le commencement pourrait être l'avènement du couple Thatcher-Reagan, est en effet la dissimulation de toutes ces vicissitudes, de toutes les destructions générées par le système technicien. En deux mots, de tous ces mauvais côtés. Pour le moins, seule la partie émergée de l'iceberg nous est montrée. C'est un travail délibéré qui a consisté à délocaliser l'ensemble de la production de masse dans les contrées lointaines. Cela répond, me semble-t-il, à un double objectif. Dissimuler et mettre hors de vue des Occidentaux les usines et leurs lots de pollution, d'esclavage humain, d'aliénation sociale, et diminuer les coûts de production afin d'augmenter les profits des multinationales qui se regroupent et fusionnent à mesure que le capitalisme s'étend à l'ensemble de la planète. Les mauvais côtés, les nuisances des inventions sont toujours niés. La voiture est présentée comme le symbole de la liberté et de la vitesse, mais il a fallu des années avant de parler de la pollution atmosphérique et des milliers de morts sur la route. Et des milliers de... On n'évoque jamais, à part dans des milieux très restreints, la destruction de la beauté des paysages et celle des espaces de vie des animaux et insectes par le réseau routier. Le plastique fut présenté dans les publicités à la télévision, notamment américaine, comme une nouvelle matière extraordinaire. Voir le documentaire La Grande Invasion de Stéphane Aurel, 2011. Le plastique fut présenté dans les publicités à la télévision, notamment américaine, comme une nouvelle matière extraordinaire. On parle rarement des ouvriers qui travaillent dans les usines dédiées à sa fabrication et qui meurent prématurément. De même, on ne parle pas ou rarement des perturbateurs endocriniens que le plastique contient et déverse dans notre corps et dans notre environnement, causant des problèmes de santé majeurs. Une autre particularité de l'époque semble être l'imposition de toutes les inventions industrielles à l'ensemble des populations sans concertation préalable au nom du progrès scientifique. Celui-ci a été sacralisé depuis près de 2 siècles et s'est imposé comme une évidence. La technologie a pris la place de la religion comme intérêt suprême et objet d'aspiration. Ce que Jacques Ellul formulait ainsi: ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique.
Et ça, c'est donc le petit 6. Je sais pas si vous voyez. Donc Arnold Toynbee, Toynbee. La religion vue par un historien, Paris Gallimard, 1963, cité dans François Jarige, Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences. Paris, la découverte, 2014. Donc, ainsi, l'outil est devenu le centre de nos vies, sans que jamais le moindre questionnement sur la pertinence de son utilité à l'amélioration du bien-être commun ne soit débattu. Le progrès scientifique se meut de plus en plus vite et nous sommes tenus de tenter de le suivre et de nous adapter à chaque nouvelle invasion, de gré ou de force. Depuis près de 2 siècles, les machines envahissent notre environnement. Elles nous sont imposées dans tous les domaines de la vie. Sommes-nous plus heureux grâce à elles? Si nous remontons au ludisme anglais de 1814, la première réponse à cette question est non. Les tisserands anglais, refusant les machines que la bourgeoisie industrielle naissante voulait leur imposer, ont construit une véritable révolte populaire afin de préserver leur autonomie. Des pancartes indiquant le juste prix pour un travail de qualité étaient posées dans les manufactures où les machines étaient brisées par les ludites. Ce refus signifiait également pour eux une indépendance précieuse dans leur travail, une liberté dans la manière de concevoir leur métier et le choix du rythme auquel ils souhaitaient vivre et travailler. Une petite astérix aussi. Une répression sévère ponctuée de pendaisons et de déportations orchestrée par le gouvernement anglais a eu raison de cette rébellion. Il en a été de même pour les quelques mouvements épars et moins suivis sur le continent. France, Belgique, Allemagne. Hein, voilà. Quand on veut arrêter le progrès, eh ben, on meurt par pendaison. En Angleterre et ailleurs. Donc, c'est ainsi qu'est né le prolétariat, où chaque employé est interchangeable et où chaque qualification, où aucune qualification, aucun savoir-faire ne sont requis. Cela permettra notamment l'embauche des enfants. Bien sûr, les luttes sociales depuis lors ont permis d'améliorer la vie des ouvriers dans les usines, de refouler les enfants et d'obtenir des congés payés. Mais ces luttes n'ont pratiquement jamais mis en cause les machines et la société industrielle qu'elles génèrent. De plus, pendant qu'ils concèdent de meilleures conditions de travail aux ouvriers, les industriels investissent des sommes très importantes dans la recherche appliquée pour augmenter les capacités et les rendements de leurs engins. Ainsi, peut-on appréhender le fait que la déconnexion entre critique sociale et critique technique a conduit à une disproportion importante entre les quelques avantages obtenus par les luttes syndicales et les avancées considérables du progrès technique et scientifique. Il convient de mesurer également la force de récupération des concessions faites par le système capitaliste, notamment depuis l'invention de la société de consommation au début du XXe siècle par le nauséabond Henry Ford. En effet, depuis lors, à l'image des congés payés qui ont été transformés en industrie du tourisme, tout est bon pour faire tourner la mécanique technicienne de la croissance et du développement. L'abandon de la critique des machines et du mode technologique qu'elles produisent depuis l'écrasement violent du ludisme a conduit à l'acceptation béate et émerveillée 2 siècles plus tard de l'Internet et des outils numériques. Cette évolution due, me semble-t-il, à l'avènement du marxisme au XIXe siècle. Petit 8. Le marxisme considérait que les machines étaient utiles et nécessaires à la révolution prolétarienne. Donc, cette évolution due, me semble-t-il, à l'avènement du marxisme du XIXe siècle, à la société de consommation au siècle suivant et enfin à l'aube du XXIe siècle, à la chute du mur de Berlin qui marque le triomphe du capitalisme et révélatrice par son ampleur du désastre dans lequel nous nous trouvons. Les ludites brisaient les machines et entraînant tout un peuple de maltraités et d'affamés avec eux. Aujourd'hui, les machines numériques sont accueillies avec indifférence et sans aucune retenue. Aucune tentative de compréhension du monde qu'elles inventent sous nos yeux ne prend forme malgré les millions de chômeurs, les abandonnés, les déplacés, les malades, les morts.
Nous les acceptons docilement car la technoscience s'est imposée comme la locomotive unique du progrès. 150 années de propagande, un soutien indéfectible de l'État et la création de la société du confort par les industriels américains aidés par les publicitaires ont eu raison de toutes les contestations, de tous les refus et de toutes les soumissions. Pis, ces dernières ont été effacées des livres d'histoire et de notre mémoire collective par un travail minutieux semblable en tout point à celui dévolu à Winston Smith dans le roman 1984 de George Orwell. C'est ainsi que l'Internet s'imposa avec une facilité déconcertante aux peuples occidentaux, qui l'ont accueilli comme une étape nouvelle et naturelle de l'évolution des humains. C'est la dernière page. Un autre phénomène indissociable et inaliénable de la puissance technique contribue à cette hétéronomie, c'est l'accélération inouïe de la vitesse dans les toutes dernières inventions technologiques. Encore une fois, l'accélération technique est inhérente à la société industrielle et a commencé dès ses débuts. Les premières machines dans le textile anglais visaient à accélérer la production au détriment de la qualité en vue d'exporter davantage vers le continent. Toutes les machines qui vont suivre perpétueront cette dynamique d'accélération. Le problème qui se pose dès les premiers jours de l'ère industrielle est la perte de qualité de vie, ou plus exactement l'inadéquation croissante entre la vitesse imposée par les machines et le rythme biologique humain. Plus la technologie avance et plus elle construit un mode qui s'éloigne de la mesure de l'homme. La question du rythme et celle de la taille sont essentielles pour mesurer à quel point le monde de l'Internet n'est plus adapté aux êtres humains. C'est ainsi que la notion d'humain augmenté s'impose. Comme nous ne sommes plus adaptés au rythme imposé par les machines numériques, et comme l'indiquait Norbert Wiener, W-I-E-N-E-R, de 1894-1964, l'inventeur de la cybernétique, nous avons détruit par ailleurs les conditions de vie sur Terre. Il ne reste plus qu'à nous diriger vers le transhumanisme, l'homme-machine. Le corollaire de cette nouvelle évolution est que le système technicien ne peut et ne doit être arrêté sous aucun prétexte. Voilà, fin du premier chapitre. Il y a le deuxième qui arrive, mais je pense que voilà, il vaut mieux faire des petites vidéos courtes que vous retrouverez après sur la page de Bouge ta citoyenneté. Je relève. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous entendez bien, si ça vous plaît, cette idée comme ça de partager un moment de lecture. Je pense que ça peut être voilà, assez intéressant parce qu'il y a plein de vidéos faites à droite à gauche, mais c'est vrai que ce genre de bouquin passe à la trappe et c'est vraiment dommage. On a plein de poissons dans l'eau, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Je vais aller sauter un petit coup moi maintenant. Donc voilà, si s'il vous plaît, je suis désolée parce que j'ai peut-être lu trop vite ou quoi, je peux peut-être la refaire parce que je sais pas combien de temps ça a pris, mais voilà. Si vous pensez que ça peut être un format intéressant, si vous avez des suggestions de livres à proposer aussi, des choses qui vous ont plu, moyen de me les communiquer ou je les trouverai. Voilà, il y a sans doute moyen de faire quelque chose de sympa. Et si vous-même vous avez envie de faire comme moi et de m'envoyer vos vidéos, c'est très volontiers que je vous les partage sur cette page. Parce que voilà, le partage de connaissances, de savoir, essayer de se filer des bons tuyaux, ça fait partie aussi du leitmotiv de la citoyenneté. Donc voilà, j'espère que vous avez bien entendu. Hello à tous, magnifique Corse. Voilà. Bon, apparemment, on m'a rien dit sur le fait qu'on entendait ou pas, donc c'est qu'on devait entendre. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire vos retours, ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y avait un peu trop de vent, peut-être que je la refais. Et voilà, il y a une douzaine de chapitres. Et comme ça, on peut faire bouquin par bouquin. Ce qui peut permettre aussi aux gens qui n'aiment pas la lecture, et Dieu sait que de ma génération et ceux qui viennent après, ils sont vraiment pas fans du tout. Moi j'ai eu beaucoup de soucis avec ça pendant toute mon enfance et mon adolescence, donc je comprends très bien.
Mais il est temps aussi de s'intéresser à certains courants de pensée qui n'ont pas du tout, la visibilité qu'il faudrait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce petit live et surtout voilà, écoutez-le plutôt en casque ou en sonore plutôt que de regarder les images, même si c'est vrai que c'était très joli quand même. Le port, la plage du Laude où je suis en ce moment même. Voilà. Et c'est vrai que c'est du sable fin, c'est de l'eau turquoise, mais le mieux voilà c'est encore voilà d'être ailleurs, partout où vous soyez, que vous soyez absolument concentré sur les autres et ce qui vous entoure, plutôt que voilà de trop perdre son temps sur les réseaux. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous lis la deuxième partie quand j'ai envie, plus tard ou demain. Et vous retrouverez tout sur la page YouTube de Bouge ta Corse, une fois que ce sera tout édité. Merci beaucoup, à très bientôt, à demain, 7h30.